This meeting is being recorded. Bonjour à tous, Bonjour à tout le monde. bienvenue. Bienvenue, bonjour. Bonjour à Sébastien. Bonjour mesdames et bonjour tout le monde. J'espère que vous avez bien dormi. C'est C'est clair. la fin de semaine, on est un peu fatigué quand même. On va attendre quelques minutes et puis on pourra démarrer, que tout le monde nous rejoigne. Bonjour à tout le monde. On est en direct pour le dernier webinaire de la semaine avec Sébastien qui va nous parler du sommeil aujourd'hui. Oui. Pour devenir un pro du sommeil, hein, Sébastien? Un pro. Attention, je fais de l'hypnose, ne me regardez pas trop dans les yeux. Ok, on va attendre peut-être encore une minute le temps que tout le monde... Oui, je vois qu'on est une dizaine ce matin. On va attendre, il est à peine 30. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à tout le monde. Bonjour François. Bonjour à tous. On va peut-être démarrer, Marie, Sébastien. Ok, bonjour à tous et à toutes. Donc nous sommes Laura et Marie, chargées de communication marketing chez Multibureau. Voilà, donc aujourd'hui, on est vraiment très heureuse de vous retrouver pour cette 5e et dernier webinaire de cette 5e édition de la Smile at Work Week. Donc ce webinaire va durer 1 heure et il est présenté par Sébastien Dupont. Alors, il est déjà venu intervenir lundi. Donc, c'est un coach en préparation mentale et ancien référent de la préparation mentale au sein de l'armée de l'air. Donc, voilà, donc aujourd'hui, le thème de ce webinaire est d'apprendre à mieux comprendre le sommeil pour améliorer sa qualité de vie, et il vous donnera toutes les clés pour avoir un meilleur sommeil, identifier les choses à ne pas faire, les habitudes à mettre en place pour, comme je disais tout à l'heure, devenir un pro du sommeil. Donc, voilà. Et donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans questions-réponses, que le chat en discussion ne fonctionne pas, et on répondra à la fin, puisque l'intervention est assez dense. Donc, voilà, ça laissera le temps à Sébastien de pouvoir nous diffuser tous ces conseils. On vous souhaite en tout cas un bon webinaire et on vous laisse la parole, Sébastien. Merci beaucoup. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et tous, ravi de vous retrouver. Effectivement, c'est ma 2e intervention là, cette semaine pour Multibureau. Je vous avais parlé du stress, et pour ceux qui avaient assisté à cette conférence lundi, je vous avais dit qu'il y a un fort lien entre le stress et le sommeil. Alors, pour ceux qui ont déjà expérimenté ça, quand on est fatigué, c'est difficile de gérer ses émotions et de gérer son stress. Et puis, quand on est stressé, c'est difficile de trouver le sommeil. Alors, du coup, qui de la poule et de l'œuf? On ne sait pas trop, mais aujourd'hui, les scientifiques, ils ont tendance à penser que le plus important, c'est le pilier sommeil. Et d'ailleurs, en unité de soins psychiatriques, quand on a des patients qui sont nouvellement internés, la première chose qu'on leur demande, c'est comment vous dormez. Parce qu'effectivement, je pense que la santé mentale passe avant tout par le sommeil. J'avais commencé à vous en parler vaguement, mais vous savez, on a cette espèce de cortex préfrontal, là, ici, la partie de cerveau qui est juste derrière le front, qui, en fait, notre partie de cerveau qui est capable d'avoir du discernement, de prendre du recul sur les événements. Et ce cortex préfrontal, il a besoin d'énormément d'énergie pour fonctionner. Et quand il n'en a pas, et il peut y avoir des carences en énergie pour plusieurs raisons. La première, c'est tout simplement que l'énergie est dispatchée dans d'autres sources de stress, mais aussi tout simplement parce que je mange mal, et aussi et surtout parce que je dors mal. Et quand ce cortex préfrontal manque d'énergie,
et ben, c'est le cerveau un peu plus émotionnel qui réagit. Et puis, vous l'avez déjà vécu, je vous en avais parlé la dernière fois, quand on est fatigué, on se rend compte que les larmes viennent plus vite, qu'on se met plus vite en colère, qu'on est moins patient, qu'on prend de moins bonnes décisions. Les décisions sont beaucoup plus prises sous le coup des émotions et moins de la réflexion. Donc, je pense que vraiment, le sommeil, c'est très important. C'est un pilier de vie, de même que la nutrition, de même que voilà, des choses comme ça. Et donc, je pense que c'est important d'en parler cette semaine. Et on va d'ailleurs clôturer votre semaine par ce sujet-là. Alors, je ne me représente pas, hein, mais rapidement, tout ça, juste pour vous dire ma provenance, j'ai été militaire pendant 23 ans, où j'étais effectivement un des référents, si ce n'est le référent de la préparation mentale des forces armées, ce qui m'a permis de faire quelques interventions, quelques audits et beaucoup de coaching dans des unités assez particulières, les forces spéciales, les pilotes de chasse, les contrôleurs aériens, les sous-mariniers, et vous en doutez, beaucoup d'unités où la dette de sommeil est très importante. Et je crois que ce n'est pas nécessaire d'être dans des unités d'élite, malheureusement, pour avoir de la dette de sommeil. Je suis quasiment sûr qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont déjà vécu des épisodes dans leur vie quotidienne de privation de sommeil, soit parce qu'il y a un lien aux émotions, effectivement, et puis j'arrive pas à m'endormir, ça tourne en boucle, etc., etc. Donc voilà, mon objectif pendant cette conférence, c'est de vous donner comme Marie et Laura vous l'ont dit, toutes les clés pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Je pense vraiment qu'il faut partir du concept que le sommeil, c'est une mécanique. C'est des rouages dans le cerveau qui sont censés être plutôt bien huilés. Il suffit du moindre grain de sable pour que tout dysfonctionne. Il y a deux types de grains de sable finalement. Il y a le grain de sable très émotionnel, mais on en a déjà un petit peu parlé puisqu'on a parlé du stress la dernière fois. Et je pense que faire du focus d'attention, apprendre à se relâcher, etc., se recentrer sur ses priorités, c'est des techniques de gestion du stress qui aident à l'amélioration de la qualité du sommeil. Mais il y a un deuxième grain de sable, c'est tout simplement quand l'horloge à l'intérieur elle dysfonctionne. Et cette horloge, il faut comprendre qu'elle est réglée par nos comportements. Ce matin, quand on a ouvert les yeux à 6 h, 7 h, 8 h, peu importe, quand on a ouvert les yeux, tous autant qu'on est aujourd'hui rassemblés devant cet écran, on a commencé à mettre en place des comportements, même inconscients. Et l'ensemble de ces comportements, toute la journée, vont conditionner la manière dont on va dormir la nuit suivante. Et donc, je pense que c'est important, c'est essentiel de savoir quels sont les comportements adaptés pour trouver un sommeil de qualité et quels sont ceux qui ne le sont pas, évidemment. Alors, la première question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de dormir? Et en général, la réponse, elle se trouve dans cette phrase. On dort, oui, parce qu'on est fatigué, mais aussi parce qu'on souhaite ne pas l'être davantage. C'est un processus qu'on doit stopper à un moment donné, la fatigue, mais aussi parce que c'est l'heure. On va parler un petit peu de toutes ces composantes rapidement. Alors déjà, considérez qu'on dort, la plupart du temps, les gens me répondent ça, c'est qu'on dort parce qu'on en a besoin. Sauf que, encore faut-il que ce besoin, on le crée la journée. La première question que je pose, moi, quand je coach sur les problématiques de sommeil, c'est qu'est-ce que vous faites la journée pour avoir besoin de dormir la nuit? Parce qu'effectivement, si je suppose que je ne fais rien de toute la journée, je vais avoir à un moment besoin de dormir parce que oui, c'est l'heure. C'est-à-dire qu'on a des horloges dans le cerveau qui impliquent cette rythmique veille-sommeil. Mais par contre, la qualité du sommeil de nuit va être vraiment dépendante de la façon dont on va fonctionner en journée. Donc, on dort essentiellement pour rembourser une dette et recharger ses batteries, mais considérez comme cette pile de téléphone là que je vous mets ici, ou comme mon chargeur de téléphone que je tiens ici, que si je me lève le matin et que je débranche mon téléphone, c'est une métaphore à la qualité de mon sommeil, si je débranche mon téléphone au moment où je me réveille, je vais pouvoir constater quel est le niveau de recharge de ma batterie. Et il arrive des matins où en fait, j'ai soit pas assez dormi, soit mal dormi et que je me retrouve dans cette disposition-là, c'est-à-dire en dette de sommeil. Contrairement à une idée reçue, la dette de sommeil, si on s'en occupe tout de suite, elle est récupérable. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les dettes de sommeil sont irrécupérables et ce qu'on a perdu en sommeil, on l'a perdu pour toute la vie. C'est faux. Si on est un petit peu attentif, quand on est en dette de sommeil ponctuel, tiens, je vais vous raconter ma vie. Hier soir, j'étais en soirée avec des amis, je me suis couché un peu plus tard que d'habitude. Ce matin, mon cerveau, il m'a dit, reste un petit peu plus longtemps au lit, s'il te plaît. Et si j'écoute ces signaux-là,
les signaux que mon corps m'envoie, mon corps m'envoie les signaux de mes dettes de sommeil et je peux les récupérer. C'est possible, soit en restant plus longtemps au lit le matin, soit en allant me coucher plus tôt le soir. Mais dans tous les cas, il faut que je m'occupe de mes dettes de sommeil pour éviter qu'elles s'accumulent tout au long de la semaine, du mois, d'une année, de plusieurs années, et pour éviter tout simplement qu'on passe d'une dette de sommeil qu'on appelle aiguë, c'est-à-dire une dette de sommeil ponctuelle, à une dette de sommeil chronique, qui, celle-là, pour le coup, serait de moins en moins récupérable. Et cette dette de sommeil, vous voyez ce vide noir qu'il y a sur ma pile, ma batterie de téléphone, elle risque finalement, au bout d'un moment, de ne plus être récupérable. Alors, une fois que j'ai débranché mon téléphone du secteur, si je le pose sur un coin de table et que je le récupère le soir, et ben dans tous les cas, il se sera déchargé. Même si je ne l'utilise pas beaucoup, il se sera déchargé. Et ben moi, c'est pareil. Dans mon fonctionnement, c'est la même chose. C'est que même si je ne fais rien de toute la journée, plus je reste éveillé longtemps, plus je vais avoir besoin de dormir pour récupérer. C'est ce qu'on appelle un processus homéostatique. L'homéostasie du corps, c'est l'équilibre de nos valeurs métaboliques, on va dire. Donc, on crée de la fatigue tout au long de la journée parce que je reste éveillé. Et d'ailleurs, regardez, il va y avoir une courbe que je vais vous montrer, c'est que vous pouvez retenir ce chiffre, c'est que 17 heures d'éveil d'affilée cautionnent un trouble neuropsychologique identique à 0,5 g d'alcool par litre de sang. Ça veut dire quoi ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire que si je reste éveillé 17 heures d'affilée, et quasiment ce qu'on fait tous les jours, hein, je me lève à 7 heures, je me couche à minuit, à peu de choses près, on fait ça. Et bien à minuit, si je ne me suis pas reposé en cours de journée, et ben mon cerveau va tourner comme si j'avais picolé 0,5 g d'alcool par litre de sang. Autrement dit, j'aurai moins de réflexes, moins de capacité d'attention, moins de capacité d'analyse, moins de capacité de prise de décision, etc., etc. Moins de capacité à utiliser ma mémoire, mes connaissances, mais je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que mon cerveau ici, au fur et à mesure de la journée, est de moins en moins bien alimenté. C'est ce cerveau-là qui me permet d'analyser, etc., etc. Alors évidemment, moi, quand je débranche mon téléphone du secteur, au bout d'un moment, je l'utilise. Et ben, ça va être pareil sur l'organisme. Je vais avoir des activités physiques, je vais avoir des activités intellectuelles, des relations sociales, etc., etc., ce qui va me faire dépenser d'autant plus l'énergie qu'il y a dans ma batterie. Et tout ça, c'est de la bonne fatigue, évidemment. Et c'est ça qu'on cherche à créer tout au long de la journée pour bien dormir la nuit suivante. On pourrait même rajouter d'autres types de fatigue. C'est nos fatigues liées à des stress un petit peu plus pernicieux, et on en a un peu parlé lundi. C'est notre charge mentale, nos stress. Je n'ai pas besoin d'avoir tout le temps en tête mon gamin qui a des problèmes à l'école. Je n'ai pas besoin d'avoir tout le temps en tête mes problèmes de couple, etc. C'est là, ça tourne et ça me fatigue. Donc, nos stress et nos charges mentales globalement me créent des états de fatigue, comme vous le voyez ici sur cette image. Alors, je vous rassure, on n'arrive jamais à 0% comme vous l'avez sur cette image. Sinon, ça sent le sapin. Ce n'est pas bon là, hein, quand on en arrive là. Hein, mais vous pouvez retenir cette expression, on parle de pression de sommeil. La pression de sommeil, c'est la sensation de fatigue qui s'accumule inexorablement à mesure que le temps passe dans la journée. Donc, la fatigue, c'est une sensation qui est tout à fait normale, mais théoriquement, qui est censée disparaître quand on prend du repos. Si la fatigue ne disparaît pas malgré le repos pris, c'est qu'il y a un problème. Et c'est là peut-être qu'il va falloir consulter un médecin, etc., parce qu'on peut tout simplement penser que peut-être que je dors, mais par contre que je dors mal. Et il ne faut surtout pas en sommeil confondre quantité et qualité de sommeil. Ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Alors on dort aussi, et je vous en ai déjà un petit peu parlé, parce que le cerveau le demande. Et on a une horloge biologique, c'est une espèce de fonctionnement cérébral qui impose une rythmique dans la journée et une alternance veille-sommeil. Cette horloge biologique, elle est responsable de plein d'autres activités biologiques, hein, certaines hormones qui sont produites à certaines heures, puis plus à d'autres, etc., etc. Cette horloge biologique, elle envoie un message temps dans notre corps par le biais d'une hormone qui est assez connue, cette hormone. Allez, je vous laisse travailler un petit peu, ça commence par un M. C'est quoi cette hormone-là? La mélatonine. Vous avez déjà entendu parler de ça. Hein, la mélatonine, en fait, c'est notre donneur de temps, une hormone qui part de l'arrière de notre cerveau, qui est diffusée dans tout notre corps pour favoriser une rythmicité du fonctionnement de notre corps. Et la rythmicité principale, c'est la rythmicité veille-sommeil. Si on est en dette de mélatonine, contrairement à ce qu'on peut penser, on va toujours dormir. Mais par contre, on va dormir d'une façon un petit peu plus anarchique.
On va s'endormir à une heure, pas toujours à la même heure. On va se réveiller non plus pas toujours à la même heure. Donc, la mélatonine, si vous voulez, c'est l'hormone de calage de nos horloges biologiques. Et ça, c'est important à retenir. Et la mélatonine qui est favorisée notamment par l'exposition au soleil. C'est l'exposition au soleil qui va favoriser la production de mélatonine à certaines heures de la journée. Enfin, en l'occurrence, la production de mélatonine commence quand, au contraire, il n'y a plus d'exposition au soleil. Mais ça, je vais vous en parler dans quelques instants. Oui, pourquoi? Parce que notre horloge biologique, ce fonctionnement cérébral, sont des petits composants qu'on a dans notre cerveau qui sont situés sur le trajet du nerf optique. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup d'influence de nos paramètres extérieurs qui calent notre horloge biologique sur 24 heures. On appelle ça des synchroniseurs externes. Ce sont tous les donneurs de temps qu'il y a autour de nous qui font qu'on fonctionne sur 24 heures. Si on n'était pas exposé à ces synchroniseurs externes, on fonctionnerait d'une manière un peu plus irrégulière. Et en l'occurrence, on sait que l'être humain a une horloge biologique qui est plus proche de 25 heures que de 24 heures. Qu'est-ce qui fait qu'on fonctionne sur 24 heures? Eh ben, c'est tous ces donneurs de temps qu'on a autour de nous. Et le principal, je vous en ai déjà un peu parlé, c'est la lumière du soleil. La lumière du soleil, c'est notre donneur de temps principal. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que pour les gens, et je vous ai dit, j'ai travaillé avec les sous-mariniers, par exemple, les contrôleurs aériens, et notamment les contrôleurs enterrés, parce que dans l'armée de l'air, on a des spots de radar en fait, qui sont enterrés sous terre, à Lyon, par exemple, c'est assez connu. Ceux qui ne s'exposent pas à la lumière du soleil ont un dysfonctionnement de leur horloge biologique et avec des heures d'endormissement et de réveil qui sont un peu plus anarchiques. L'exposition régulière à la lumière du soleil est donc un gage d'amélioration du sommeil de qualité. Ça, c'est déjà un premier tip que je vous donne. Favorisez votre exposition à la lumière du soleil. Voilà, la journée, prenez vos pauses dehors. Allez vous exposer le plus possible à la lumière. Ça, c'est très important. Malheureusement, on s'expose artificiellement à la lumière du soleil, sans même le savoir. Et malheureusement, pas toujours aux bonnes heures. Et notamment à cause de ça. Nos petits écrans émettent pour notre cerveau la même qualité de sommeil que la lumière du soleil qui se lève. La même qualité de lumière que la lumière du soleil qui se lève. Autrement dit, si à 23 heures, je suis dans mon lit, que mon horloge biologique qui est calée normalement commence à produire les hormones d'endormissement et que je m'expose à la lumière de mon petit écran, eh ben mon cerveau, lui, comprend qu'il est 6, 7 heures, 8 heures du matin. Autrement dit, il va bloquer les hormones de production de sommeil. Mais comme, et c'est là que c'est difficile avec les adolescents ou les adultes qu'on est, comme on arrive toujours à s'endormir, parce qu'il y a la fameuse pression de sommeil que je vous ai expliqué tout à l'heure, on se dit, bah non, finalement, la lumière bleue des écrans, c'est pas si terrible. Sauf qu'on arrive à s'endormir, oui, mais avec quelle qualité de sommeil? C'est ça qu'il faut voir. La lumière bleue des écrans nous prive d'une production de sommeil de qualité. Et ça, je pense que c'est essentiel à retenir. Donc ça, c'est un deuxième tip que je vous donne, évidemment, mais ça tombe, c'est du bon sens. Vous avez déjà entendu parler de ça très souvent. Limitez votre exposition aux petits écrans le soir. Alors, quand je parle des petits écrans, c'est que les petits écrans, évidemment, on les regarde très près de la rétine, donc on reçoit beaucoup d'intensité lumineuse dans la rétine. Plus l'écran est grand, en général, plus je me recule. Donc, l'exposition à la lumière de la télé est moins nocive en termes de lumière bleue. Je n'ai pas dit que c'était un comportement qu'il fallait adopter. Regarder la télé le soir, je n'ai pas dit ça. Mais dans tous les cas, c'est moins nocif. Les petits écrans qu'on colle aux yeux, ça, par contre, ce n'est pas bon du tout. Donc voilà, essayez de trouver un rituel, de vous dire, OK, à partir de 21h, 22h, par exemple, il faudrait que je limite mon exposition aux écrans. Alors évidemment, il y a d'autres synchroniseurs externes, et notamment notre cerveau perçoit le changement de volume sonore autour de nous. On sait que par exemple, les oiseaux ne chantent plus la nuit. Ça, notre cerveau, lui, il capte ce changement de sonorité. Alors vous voyez qu'il y a un problème pour ceux qui habitent dans les grandes villes. Je ne sais pas si c'est votre cas, si vous habitez à Paris ou en centre-ville, etc. Le problème, c'est que il ne fait plus vraiment nuit, la nuit dans les villes, parce qu'il y a toujours de la lumière, il y a toujours du bruit, et ça, pour le cerveau, c'est un désastre total. Il faut vraiment favoriser les ambiances de nuit chez nous, et donc ça, c'est un autre tip que je vous donne. Créer des ambiances calmes chez vous, diminuer les intensités lumineuses le soir, diminuer les volumes sonores, de façon à ce que votre cerveau comprenne que ça y est, c'est le moment pour aller au lit. Et ça, c'est vrai que c'est certainement une de nos plus grosses problématiques sociétales, environnementales aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a de moins en moins
de rythmicité entre nuit et jour à cause de tous les sons et les lumières qui nous entourent, tout simplement. Et notre cerveau, lui, ne comprend pas bien ça. On a évidemment d'autres paramètres d'influence sur la qualité de notre sommeil. La pratique sportive, ça aussi, c'est un autre tip que je vous donne. Les sports d'endurance, notamment, favorisent la production de sommeil lent profond. Je vais vous expliquer ce que c'est juste après. Donc, pratiquer des sports d'endurance en journée, marche, course à pied, vélo, natation, des choses comme ça, tout simplement pour favoriser la production de votre sommeil profond la nuit. Alors évidemment, attention à l'heure à laquelle vous pratiquez, mais je reviendrai dessus en fin de conférence. La rythmicité des repas a un impact aussi pour ceux qui mangent d'habitude à 19h. Mangez ce soir à 22h, vous verrez bien comment vous dormirez plus tard. Donc c'est vrai que normalement, il faudrait manger à peu près toujours à la même heure pour favoriser la production de sommeil de qualité. Et puis, on sait aussi que les températures impactent. Alors, je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Parce que notre corps a tendance à vouloir chuter en température à mesure que le soir avance. Je vous montrerai ça sur un graphique tout à l'heure. Il faut donc favoriser des ambiances plutôt fraîches pour bien dormir. On considère une chambre entre 17 et 19 degrés pour bien dormir. Ça, c'est les scientifiques qui disent ça. Alors moi, je vous donne un tip. S'il y a une phrase à retenir, c'est tête au frais, corps au chaud. Tête au frais parce que nos capteurs de température sont situés au niveau de la tête et il faut favoriser la descente en température comme ça parce que notre corps va capter qu'il fait frais dans la chambre et donc il va faire chuter la température du corps et corps au chaud pour se sentir confortablement installé tout simplement. Alors évidemment, les rythmes familiaux aussi et sociaux ont un impact sur la façon dont on dort, ce qui semble un petit peu logique, l'heure à laquelle mon conjoint va au lit. Évidemment, a un impact, l'heure à laquelle mes enfants vont au lit, l'heure à laquelle ils se réveillent, l'heure à laquelle je travaille. Tout ça, c'est des influences pour notre façon de dormir, évidemment. Qui peut me dire que depuis qu'il a des enfants, il dort de la même façon que quand il n'en avait pas? À mon avis, pas grand monde, mais c'est aussi vrai avec le conjoint qui peut me dire que depuis qu'il vit en couple, il dort exactement de la même façon que quand il était célibataire. Je pense qu'aussi, il y a un impact là-dessus. Donc voilà, tout ça, c'est des éléments à prendre en compte et qui fait que globalement, en 2022, on considère qu'on dort 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. Ce sont les derniers chiffres qui sont sortis. En moyenne, on est censé dormir 7h30 par nuit. Ça, c'est une moyenne. On va donc parler de ça maintenant. C'est le comment on dort. En moyenne, 7h30 par nuit, avec évidemment des caractéristiques individuelles, mais ce sera le sujet d'une autre diapo juste après. Et donc, l'idée, c'est de comprendre comment ça fonctionne, cette nuit de sommeil. Donc, 7h30, mais pas d'un seul coup. C'est 7h30 divisé par petits trains. On parle souvent de petits trains du sommeil. Et ces petits trains-là durent en moyenne à peu près 1h30. Alors, un petit train d'1h30, je vais donc le prendre 4 à 6 fois pour revenir sur un bloc de 7h30 de nuit. Ces petits trains, ils sont composés de 4 wagons différents. Et ces 4 wagons, je vais donc les prendre 4 à 6 fois. Mon premier wagon, c'est mon temps d'endormissement. Mon temps d'endormissement, il dure quelques minutes. Et là, si on est bien attentif, il se passe des choses quand je suis dans mon canapé, par exemple, le soir, et que je suis en train de regarder ma série. Si je suis un petit peu attentif, je vais commencer à ressentir des bâillements, je vais commencer à ressentir une sensation de tête lourde, de refroidissement corporel, des choses comme ça. Il faut savoir, et il n'y a pas tout le monde qui le sait, je pense que c'est important, pas seulement pour le sommeil, mais aussi pour la sécurité quand je suis au travail ou à la sécurité routière, c'est que je passe dans ce petit train d'endormissement, j'y passe toutes les heures et demie, toute la journée. Ça dure à peu près 5, 10, 15 minutes. Mais toutes les heures et demie, je rentre dans un nouveau petit train, qu'on soit le matin, l'après-midi, le soir, peu importe. Toutes les heures et demie, mon cerveau crée une rythmique cérébrale qui est électrique, qu'on appelle le Best Rest Activity Cycle, c'est-à-dire un enchaînement de temps fort et de temps faible. Et si j'y suis un petit peu attentif, toutes les heures et demie, mon cerveau m'envoie des signaux comme quoi je suis dans ce temps faible, bâillement, refroidissement corporel, sensation de tête lourde, inconfort qui me pousse à m'agiter sur mon siège. Vous avez déjà peut-être vécu ça, où je suis en train de conduire depuis un certain moment et puis j'ai envie de bouger dans tous les sens. C'est un signal de somnolence, ça. C'est le moment en fait où je suis dans mon cerveau sur un temps faible. Donc c'est le moment où il faut faire une pause parce que c'est là où je suis dangereux potentiellement. Sécurité routière, je vous en ai parlé, mais aussi sécurité si j'ai du matériel à utiliser.
Hein. La semaine prochaine, je fais la même conférence que pour vous, mais pour une entreprise qui travaille dans le bâtiment. Il faut être évidemment très attentif pour la sécurité, la prévention des accidents quand on est dans ces temps faibles-là. Alors pour le sommeil, eh bien, évidemment, c'est le moment où il faudrait aller au lit. Ça dure 5, 10, 15 minutes. Et vous avez déjà probablement remarqué que si je ne vais pas au lit à ce moment-là, et que j'y vais une demi-heure plus tard, c'est-à-dire au moment où ma rythmique électrique cérébrale repart, le train est parti, mais sans moi. Et puis, je vais au lit. Il y a une demi-heure, j'étais crevé sur mon canapé devant ma série. Et puis, finalement, je vais au lit, je n'arrive plus à trouver le sommeil. Donc, je crois qu'il faut être vraiment très attentif à ces signaux d'endormissement-là, de façon à pouvoir rentrer dans ce train de sommeil qui va donc durer à peu près 1 heure et demie. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si je me laisse m'endormir, on va commencer à ralentir les ondes cérébrales, ce qui donc s'appelle du sommeil lent. Et dans un premier temps, ce sommeil lent est plutôt léger. Parce que si je dors en sommeil lent, vous l'avez déjà expérimenté probablement, c'est en général le sommeil de la sieste, et que quelqu'un fait un tout petit peu de bruit à côté de mes oreilles, je vais pouvoir encore capter ce son-là. Si quelqu'un me touche en me demandant de me réveiller, je vais encore pouvoir capter ce signal-là. On appelle ça donc du sommeil lent léger. Et si je continue à faire ralentir mes ondes cérébrales, je vais fabriquer ce qu'on appelle du sommeil lent profond. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'on récupère le mieux, la nuit notamment. Ça, à côté de mon oreille, ça ne suffira plus, d'où le nom profond. Vous comprenez? Le petit signal sur l'épaule, ça ne suffira plus. Pour réveiller quelqu'un en sommeil lent profond, il faut y aller. Il faut vraiment le bouger, il faut vraiment crier à côté de ses oreilles, etc. etc. C'est le moment où donc le cerveau est coupé des paramètres extérieurs et c'est donc le moment où il récupère le plus. C'est le moment où les muscles se régénèrent. On parle de synthèse protéique. C'est donc le moment où les muscles vont se renforcer, chez les enfants où les os vont grandir, etc. Donc, il se passe physiquement beaucoup de choses très favorables dans ce sommeil lent profond, mais aussi au niveau de ma mémoire. La mémoire est consolidée pendant la phase de sommeil lent profond et notamment la mémoire liée à nos connaissances. Donc, nos processus d'apprentissage se renforcent en sommeil lent profond. Si je continue à dormir dans cette phase-là, il va y avoir toujours un faible tonus musculaire. Si je prends le bras du dormeur et que je le lâche, il va retomber sur le matelas. Par contre, au bout d'un moment, il va y avoir ces fréquences cérébrales qui vont fortement se réactiver, ce qui est paradoxal entre fréquences cérébrales réactivées et chute du tonus musculaire. On appelle ça le sommeil paradoxal. C'est mon dernier type de sommeil. C'est le moment en fait où on va fabriquer des images sur nos systèmes de pensée, qu'on appelle donc les rêves. Alors, si on regarde l'IRM fonctionnel, le cerveau d'un dormeur qui dort en sommeil paradoxal, on observe plusieurs choses. Déjà, les aires visuelles qui sont fortement activées. Donc, on comprend que les images se créent sur les systèmes de pensée, c'est donc les rêves. Autre chose, c'est qu'on observe également les zones qui gèrent les émotions dans le cerveau, amygdale et hippocampe. C'est globalement les deux noms qu'on donne au système émotionnel de notre cerveau, qui sont fortement activés aussi. Alors là, si on parle un petit peu psycho, on a tendance à penser que le sommeil paradoxal nous sert donc à vivre des émotions fortes pour nous en débarrasser. Donc, ce serait un système d'équilibrage, finalement, psychique. Vous comprenez? On dit que le sommeil paradoxal donc, sert à structurer la personnalité et à équilibrer les systèmes d'émotions. Freud, le grand psychanalyste des années 1900, disait que le sommeil sert de poubelle à nos émotions. On sait aujourd'hui que c'est à peu près vrai, finalement. Vous voyez? À la fin de ce sommeil paradoxal, et donc ce petit train dure 1 heure et demie, à la fin de ce sommeil paradoxal, je vais me réveiller. Et ça, c'est très important à mon sens à bien noter, c'est que je ne dors jamais d'un bloc toute la nuit. Si je vous ai dit que l'ensemble de ma nuit était de 7h30, je vais me réveiller quasiment toutes les heures et demie, à peu près, c'est entre 70 et 120 minutes un petit train, mais je vais me réveiller autant de fois que je prends un nouveau train. Ce réveil-là, évidemment, je n'en prends pas toujours conscience, mais c'est le moment où mon cerveau va de nouveau être, on va dire, réactif. Il va être réactif à tout ce qu'il ressent. Si par exemple, il fait froid dans la chambre, c'est le moment où ma jambe va revenir sous la couette. Si à ce moment-là, il y a un petit peu de lumière dans ma chambre, c'est à ce moment-là où à travers mes yeux, je vais pouvoir discerner la lumière. Alors pourquoi je vous en parle? Tout simplement pour vous dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de source de lumière dans la chambre.
Et ça, c'est essentiel. La source de lumière dans la chambre, la petite lumière du radio-réveil ne vous réveillera pas quand vous êtes en sommeil lent profond ou en sommeil paradoxal. Par contre, vous pourriez la recapter pendant cette phase de latence-là, c'est-à-dire entre deux petits trains, et c'est peut-être ça qui va vous sortir globalement de votre sommeil. Donc, il faut supprimer toutes les sources de stimulation de la chambre, fermer les volets. Ça me semble essentiel. Il y en a plein qui dorment sans volet parce que par croyance, j'en sais rien. C'est vraiment un tips qui est très important. Les spécialistes du sommeil vous le disent. Il faut dormir avec des volets parce que sinon on risque de se réveiller régulièrement la nuit, toutes les heures et demie. Même si je n'en prends pas conscience, ça assure l'enchaînement de mes petits trains. Donc il faut vraiment supprimer toutes les sources de distraction pour notre cerveau. Je vais vous en donner une autre, et ça c'est assez peu dit en formation. On fabrique une hormone la nuit qui s'appelle la vasopressine, qui est une hormone en fait qui m'empêche d'avoir soif la nuit. Il faut le savoir. Il y en a combien parmi vous qui dorment avec des bouteilles d'eau à côté de vous là? Vous pouvez l'enlever. Elle ne sert à rien, la bouteille d'eau à côté de vous. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Si vous avez mangé 3 kilos de raclette avant d'aller au lit, évidemment, eh ben, on a un peu soif, ça je le comprends. C'est un peu vrai aussi s'il y a un épisode caniculaire. Mais si on n'a pas on va dire ces extrêmes-là, le corps humain n'a pas besoin de boire la nuit. Ce besoin-là n'existe pas. En fait, c'est un besoin très consommateur qu'on a, parce qu'on a des bouteilles d'eau à côté de nous. Mais si vous enlevez cette bouteille d'eau, bah vous vous apercevrez qu'en fait, vous n'avez pas vraiment besoin de boire la nuit. Et je pense qu'en fait, tout simplement, c'est une stimulation supplémentaire. Et je pense qu'il faut vraiment supprimer toutes les sources de stimulation. Alors, si on regarde un petit peu ces wagons-là, comment ils sont dispatchés tout au long de la nuit, on va observer qu'en fait, si j'additionne tous mes temps passés en endormissement ou en réendormissement, ça représente à peu près 10% de mes 7h30 de nuit, puisqu'on dort à peu près 7h30, je vous l'ai dit. En sommeil lent léger, je vais passer à peu près 50%, et le reste, ça va se dispatcher entre sommeil lent profond et sommeil paradoxal. Mais vous noterez qu'il y a de moins en moins de sommeil lent profond au fur et à mesure de la nuit et de plus en plus de sommeil paradoxal. Autrement dit, dans mon premier cycle de nuit, je vais faire un très gros 3e wagon et un tout petit 4e wagon. Et à mesure que les cycles s'enchaînent, je vais faire de moins en moins de sommeil lent profond et ce 4e wagon de sommeil paradoxal va augmenter au fur et à mesure comme ça. Voilà, donc ça, c'est une petite particularité. C'est qu'effectivement, si on a une nuit très courte, eh ben, on va faire essentiellement du sommeil lent profond et la dette de sommeil qu'on aura, ce sera une dette de sommeil en sommeil paradoxal essentiellement. Voilà, donc tout ça, ça représente une nuit complète si je dors 4 à 6 cycles de sommeil, c'est-à-dire à peu près 7h30. Néanmoins, vous vous doutez qu'on n'est pas tous les mêmes dormeurs. Il y a des particularités. Et je pense que c'est essentiel que chacun sache quel type de dormeur il est. Alors, il y a différentes particularités, et notamment la première particularité, c'est la manière dont notre horloge biologique fonctionne. On n'a pas tous la même horloge biologique. On parle de chronotypologie. Il y a des gens parmi vous qui fabriquent leur endormissement très tôt le soir et qui se réveillent très tôt le matin. On appelle ça des gens qui sont en avance de phase. Le nom est très connu, on appelle ça des matinaux. Ces gens-là vont fabriquer toutes les hormones qui vont faire que leur corps fonctionne et que leur cerveau est réactif et donc performant plus tôt que les autres. Et c'est comme ça. On n'a pas tous la même vitesse d'horloge biologique. À l'inverse, il y a des gens qui sont plutôt proactifs le soir, mais par contre qui galèrent à se lever le matin. Ces gens-là sont en retard de phase. Cette chronotypologie-là, on appelle ça une chronotypologie vespérale. C'est l'inverse de matinale, vespérale. Vous avez vu, vous apprenez des mots avec moi, c'est sympa quand même. À placer sur le Scrabble, vespérale, c'est sympa. Donc voilà, vespérale, matinale. Et je pense que c'est intéressant de savoir comment est-ce qu'on fonctionne. Les vespéros, ce n'est pas la peine qu'ils aillent au lit à 21h. On dit souvent les heures avant minuit comptent double. Ah bon? Mais les vespéros, non. Les vespéros, ça ne sert à rien pour eux d'aller au lit trop tôt. Vous comprenez? À l'inverse, eux, le matin, ils ont besoin de dormir parce que leur horloge biologique fait que tout est décalé en fait dans le temps. Vous voyez? Les vespéros, en général, quand ils travaillent la semaine, ils accumulent une dette de sommeil puisqu'ils doivent se lever tôt le matin. Par contre, ils ont un avantage, les vespéros. C'est que le week-end, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est qu'ils peuvent faire la grasse matinée.
Les matinaux n'arrivent pas à faire la grasse matinée. Le matinal, le vrai matinal, il se réveille à 6-7 heures du matin, impossible de se rendormir. Il peut rester au lit un peu au chaud sous sa couette, mais lui, il n'arrive pas à se rendormir. Donc, le vespéral a un avantage, c'est qu'il est capable de faire la grasse matinée. Il est donc plus capable de compenser les dettes de sommeil que le matinal. Et d'ailleurs, on dit qu'en général, les matinaux sont un petit peu plus sensibles et rigides face aux privations de sommeil ou alors au changement de rythme de sommeil. Le matinal, s'il fait la fête une fois avec des copains, pour lui, ce n'est pas simple de récupérer. Alors que le vespéral, lui, il a cette possibilité de rester au lit le lendemain. Vous voyez, ça suit une courbe de Gauss entre vespéral et matinal. On est tous à peu près dans une moyenne comme ça, mais il faut savoir qu'effectivement, il y a des gens qui sont très vespéraux et des gens qui sont très matinaux. Posez-vous la question, vous, de comment est-ce que vous fonctionnez. Quand est-ce que vous vous sentez à l'aise? Plutôt le matin ou plutôt le soir? Est-ce que vous avez des difficultés à vous endormir le soir? Est-ce que vous avez des difficultés à vous réveiller le matin? Posez-vous un petit peu ces questions pour savoir comment vous fonctionnez. On n'est pas tous non plus égaux face au volume de sommeil. Je vous ai dit qu'on avait une moyenne, on avait un besoin moyen de 7h30, mais ce n'est pas vrai pour tout le monde. Il y a des gens qui sont petits dormeurs et il y a des gens qui sont gros dormeurs. Mais vous le voyez, ça suit aussi une courbe de Gauss. On considère à peu près 5% de la population qui a besoin de moins de 6h30 de sommeil. C'est très peu, Et on considère à peu près 5% de la population qui a besoin de plus de 9 heures de sommeil. Alors, vous allez me dire, non, ce n'est pas vrai, moi, je suis un petit dormeur et je vais très bien comme ça, etc. etc. Vous noterez souvent qu'on se croit petit dormeur, mais qu'on ne l'est pas forcément. Jacques Chirac, 3 heures de sommeil par nuit. Emmanuel Macron, 3 heures de sommeil par nuit. Napoléon Bonaparte, 3 heures de sommeil par nuit. Marine Le Pen, 8 heures de sommeil par nuit. C'est vrai, ce que je vous dis. Je crois qu'en général, et c'est des gens que je coach beaucoup en sommeil, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont petits dormeurs, mais ils ne le sont pas en vérité. Il y a beaucoup de gens qui s'imposent un fonctionnement de petit dormeur, et notamment par croyance, parce qu'on en reçoit de la pression sociale. Moi, je me pose la question, est-ce que Emmanuel Macron, s'il n'était pas chef de la 5e ou 6e puissance mondiale, s'il dormait, est-ce qu'il dormirait que 3 heures de sommeil par nuit? Donc, je pense que la fonction implique beaucoup de croyances sur le fonctionnement de sommeil. Et le plus intéressant, c'est comment est-ce que vous fonctionnez quand vous ne travaillez pas. Autrement dit, quand vous êtes en vacances l'été, par exemple, si vous arrivez à poser 2-3 semaines de vacances, essayez de repérer comment vous fonctionnez. Si vous dormez 7-8 heures, alors que le restant de l'année, vous ne dormez que 4 ou 5 heures, c'est donc que vous n'êtes pas un petit dormeur. Le vrai petit dormeur, même quand il est en vacances, il dort très très peu. Et il ne ressent pas de signal de fatigue, le petit dormeur. Donc ça, je crois que c'est vraiment essentiel pour que vous sachiez si vous dormez selon vos besoins, soyez attentif tout simplement à vos signaux de fatigue et comment est-ce que vous fonctionnez quand il n'y a plus la pression sociale de « je dois me lever pour aller travailler ». C'est comme ça que vous repérerez assez facilement d'ailleurs quels sont vos horaires de coucher, on va dire, confortables, quels sont vos horaires de lever confortables et quels sont vos besoins en volume de sommeil qui sont confortables aussi. On n'est pas tous égaux, évidemment, vis-à-vis de l'âge. Selon notre âge, on a un chronotype qui va changer et puis on a aussi un besoin en volume de sommeil qui va évoluer. Les enfants sont naturellement gros dormeurs et matinaux. Vous l'avez déjà remarqué, il faut les coucher tôt et ils se réveillent tôt. Ensuite, quand on passe à l'adolescence, le besoin en volume de sommeil se réduit. Les adolescents sont naturellement vespéraux. Et ça, c'est très important. S'il y a des gens qui sont papa, maman d'adolescents à la maison, laissez-les dormir le week-end. Leur horloge biologique est calée pour qu'ils s'endorment tard et qu'ils se réveillent tard. Alors, c'est problématique puisque les rythmes scolaires, malheureusement, ne sont pas du tout adaptés aux adolescents. Vous noterez que les rythmes au collège sont les mêmes qu'au lycée, alors que pourtant, l'horloge biologique, elle est différente. Au collège, je suis un enfant, au lycée, je suis adolescent, caricaturalement parlant. Et sauf qu'on n'a pas fait changer les rythmes scolaires en fonction de nos besoins. Donc ça, c'est quand même une donnée qui est importante. À l'âge adulte, nos besoins vont se stabiliser. Je vais donc savoir si je suis plutôt matinal, plutôt vespéral, plutôt à tendance médiane, quel est mon volume de sommeil. Et puis, il va y avoir une autre période de vie où tout ça va être de nouveau bouleversé.
c'est quand je suis à la retraite, quand je passe senior, on va dire, les papis et les mamies, est-ce qu'ils arrivent facilement à suivre les films le soir jusqu'au bout? En général, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que les papis et les mamies redeviennent des matinaux, comme les enfants. Ils ont besoin de se coucher tôt et ils se réveillent tôt. Leur horloge biologique se remodifie. Alors, à partir d'un certain âge que je ne peux pas vous dire, hein, il y a des gens, ça va être 60 ans, d'autres 70, d'autres plus, d'autres moins. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Le volume de sommeil chez les papis et les mamies, il est à peu près identique qu'à l'âge adulte, on va dire qu'à l'âge de l'adulte actif. Par contre, les papis et les mamies, ils ritualisent quelque chose qui n'est pas terrible, c'est qu'ils ritualisent la sieste longue. Comprenez qu'on a besoin de 7h30 par tranche de 24 heures. Si je dors 1 ou 2 heures à la journée et que donc je fabrique du sommeil lent profond la journée, et ben, au moment où je vais aller me coucher le soir, si j'ai déjà dormi un petit peu de sommeil lent profond la journée, je ne vais pas avoir besoin de dormir mes 7h30 la nuit. Et donc, je crois que ça, c'est très important à retenir. Vous pouvez dormir la journée, par exemple le week-end ou quand vous êtes en vacances, si vous avez une dette de sommeil. Si vous n'avez pas de dette de sommeil, il faut se priver de faire des siestes longues. Parce que les siestes longues, elles comprennent du sommeil lent profond, que je vais avoir moins besoin de dormir la nuit d'après. Je vais y revenir juste après. Alors, on parle rapidement des portes du sommeil et un petit peu chronobiologie. Vous pouvez simplement retenir qu'on a 3 types d'horloge, de rythme biologique. On a le rythme biologique qu'on appelle circadien, c'est autour d'un jour. Circa, c'est autour, dien, c'est autour d'un jour. Autrement dit, c'est un rythme avec une alternance forte, un pic haut et un pic bas sur 24 heures. On a des rythmes qu'on appelle ultradiens. Alors là, je vous montre ici un petit schéma qui vous montre certains rythmes circadiens, mais je vais y revenir un petit peu après. On a des rythmes qu'on appelle ultradiens, le rythme de la respiration, par exemple. Le rythme, je vous l'ai dit, électrique cérébral, qui a une fréquence d'1h30, donc qui est plus court sur 24 heures que le rythme circadien. Et puis, on appelle aussi des rythmes biologiques infradiens, des rythmes biologiques qui sont plus étalés que 24 heures. Mesdames, vous en connaissez un parfaitement sur 28 jours. On appelle ça un rythme biologique infradien. Alors nous, on va voir un petit peu comment ça se passe sur 24 heures. Et si on regarde le rythme de la vigilance, eh bien, le rythme de la vigilance ressemble à ça, avec un pic haut en début de matinée, un pic bas vers 13 heures. Vous savez tous que ça correspond au temps de sieste. Un pic haut en fin d'après-midi. Et ensuite, notre rythme de performance décroît à mesure que le temps d'éveil s'allonge. Mais ça, je vous l'ai dit. Je vais vous coller maintenant d'autres courbes de façon à ce qu'on explique un petit peu tout ça. Là, ici, cette courbe bleue représente ma performance cérébrale. Autrement dit, c'est ma courbe qui montre la pression de sommeil. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, 17 heures d'éveil d'affilée cautionnent un trouble neuropsychologique identique à 0,5 g d'alcool par litre de sang. C'est matérialisé par cette courbe bleue-là, qui montre en fait comment est-ce que mon cerveau fonctionne tout au long de la journée. Et vous notez que ce cerveau, c'est un diesel. Il met à peu près 3 à 4 heures pour être complètement réveillé. Vous voyez ce pic de forme vers 10 ou 11 heures du matin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me réveille à 7 heures, ce n'est pas le moment où je vais arriver à être le plus réactif, à avoir les meilleures prises de décision, à avoir les meilleurs réflexes, etc. Il lui faut à peu près 3 à 4 heures pour complètement se réveiller. Vous voyez? Si je regarde maintenant une autre courbe, ma courbe jaune, qui est ma courbe, on va dire, métabolique, ma courbe d'évolution de la température corporelle, par exemple, on voit qu'elle augmente à peu près progressivement jusqu'à peu près 17-18 heures, à peu près. À 17-18 heures, j'ai une température corporelle qui avoisine les 37,5 degrés, alors qu'à 4 heures du matin, cette courbe, elle est très basse. Vous voyez, elle est à peu près à 36,5 degrés. Il y a 1 degré d'écart entre le pic haut et le pic bas. Alors, ça me permet de vous dire quoi, ça? Eh bien, ça me permet de vous faire comprendre pourquoi il est essentiel, le soir, d'aider le corps à chuter en température, parce que c'est une garantie de sommeil de qualité. Alors, quelques tips pour que le corps chute en température. Prenez une douche fraîche, par exemple. Je vous l'ai dit, eh ben, ça veut dire ambiance fraîche dans la chambre, donc c'est 17 à 19 degrés. Vêtements légers, voire même, dans le top du top, dormez à poil. À la limite, ça permettra au corps de facilement chuter en température. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais dans tous les cas, voilà, il faut faciliter la descente en température du corps. Vous noterez qu'il y a un petit creux
hein, aux alentours de 13-14 heures, une petite chute de température corporelle. C'est pile le moment où on a besoin de faire la sieste. Donc, vous noterez ça, c'est que ce temps de sieste, il correspond à une chute de l'activité métabolique et n'est donc pas forcément lié à la rythmique des repas. Il y en a plein qui disent « ouais, mais c'est normal qu'on ait besoin de faire la sieste, c'est parce que je viens de prendre mon repas ». Ce n'est pas tout à fait vrai, hein, ça va un petit peu plus loin que ça. Donc, ça permet de voir en fait qu'on a deux courbes de performance. Vous noterez que ce pic rouge de performance, il coïncide plutôt à une activité de mon cerveau. Donc, ça voudrait dire que c'est le moment en fait où il faudrait que je travaille scolairement parlant. C'est le moment en fait où les réunions vont être les plus productives dans les entreprises. Si je fais ma réunion à 13 heures, c'est pas terrible, d'accord? Alors que ce pic de performance de 17 heures, 17, 18 heures selon les individus, il correspond plutôt à un pic de performance métabolique. Autrement dit, c'est le moment où le corps est performant et moins le cerveau. Donc, c'est exactement d'ailleurs ce que les Allemands ont choisi d'adopter comme rythme éducatif dans les écoles. C'est qu'en général, ils mettent les activités scolaires le matin et les activités plutôt corporelles l'après-midi. Donc, vous pouvez simplement retenir ça. On a différents pics de performance dans la journée, mais qui ne correspondent pas finalement au même type d'activité. Plutôt les activités liées à la mémoire, à la prise de décision le matin, et plutôt les activités liées aux habiletés motrices en fin de journée. Si on regarde ici, on va voir donc qu'il y a des zones de sommeil facilité. C'est le moment où, effectivement, on a tendance à avoir le plus de facilité à fabriquer de la somnolence et de l'endormissement. Et d'ailleurs, c'est dans ces moments verts ici que vous avez à l'écran qu'il y a les plus les pics d'accidents. Hein. Les plus grosses catastrophes industrielles ont toutes eu lieu dans ces zones vertes ici. Là, ici, en gris, c'est ce qu'on appelle la zone d'éveil interdit. Dans tous les cas, je le sais, si je ne dors pas dans cette période-là de 3 à 5 heures du matin, c'est le moment où je risque de le payer lourdement le lendemain. Et puis, je vous ai mis des zones rouges ici. C'est les zones qu'on appellerait de sommeil interdit. Vous voyez, à 10 heures, ce n'est pas trop la peine d'aller faire la sieste parce que c'est le moment en fait, où je suis le plus performant cérébralement parlant. Et puis, si je vais faire la sieste aux alentours de 20 heures, eh ben, on prend un risque tout simplement de rogner sur les rythmes de sommeil de nuit. Donc, ce n'est pas le moment où il faudrait faire la sieste. Justement, si on parle un petit peu de sieste, à quoi ça sert du coup de faire la sieste? Parce que c'est vraiment quelque chose qui a tendance à se démocratiser dans quasiment tous les pays. Et en France, ça commence à venir. J'ai fait beaucoup de conférences dans des grosses entreprises, je ne les citerai pas, où il y a des espaces dédiés. Mais alors, ça sert à quoi? Eh bien, regardez bien, si je fais ma sieste aux alentours de 14 heures, ça va me servir en fait à créer un effet rebond pour ma performance cérébrale. Vous voyez cette courbe bleue dont on a suffisamment parlé. Je vous ai dit, 17 heures d'éveil d'affilée cautionne un trouble neuropsychologique identique à 0,5 g d'alcool par litre de sang. Autrement dit, l'objectif, c'est de ne pas faire de l'éveil continu, mais donc de fractionner cette période d'éveil en se plaçant 5, 10, 15 minutes de repos, qui va donc me permettre de mettre mon cerveau au repos, ce qui va donc me permettre de faire relancer ma courbe bleue. Vous voyez? Et donc, ça me permet de créer un décalage de ma pression de sommeil. Faire la sieste, c'est donc surtout pas un truc de feignant. Faire la sieste, c'est un pari que je fais pour être plus performant plus tard le soir. Ce décalage de ma pression de sommeil, il est de 1 à 3 heures en moyenne. Si je fais une sieste de 5 à 10 minutes, on considère un rebond de 1 à 2 heures de mes performances cognitives. Si je fais une sieste de 20 minutes, 15-20 minutes, on considère un effet rebond de 2 à 3 heures, à peu près, selon les individus, de mes performances cognitives. Et si je fais une sieste complète d'1 heure et demie, on considère un effet rebond de 3 à 4 heures. Donc, c'est un vrai pari sur la continuité de mes performances cognitives jusqu'à tard le soir. Et si je regarde un petit peu de plus près ma courbe rouge, ma courbe de performance, eh ben, je vais y placer ma rythmique électrique cérébrale dont je vous ai parlé tout à l'heure. Toutes les heures et demie, il y a donc des temps forts et des temps faibles. Pour l'amélioration de la qualité du sommeil, vous comprenez donc qu'il faudra aller se coucher à chaque fois qu'il y a un temps faible, et je vous en ai parlé. C'est au moment où il y a des sensations de refroidissement corporel, des bâillements, sensations de tête lourde, sensations d'inconfort, le picotement des yeux qui se ferment, mais on a aussi des signes plus psychiques, avec notamment de l'irritabilité, une répugnance à communiquer,
ou des choses comme ça. Quand on ressent ça, c'est une fenêtre qui dure 5, 10, 15 minutes. Ben, c'est le moment où il faut que j'aille au lit. Parce que si je n'attends pas ce signal-là, mais que je vais me coucher par exemple une demi-heure plus tard, vous voyez que ma rythmique électrique cérébrale, elle repart. Et ça explique le pourquoi, du coup, on n'arrive pas à se rendormir. Il faudra attendre le prochain pic bas après. Mais ça marche aussi pour le matin. Notez le matin que si vous vous réveillez naturellement à 6h30, ça veut dire donc que vous êtes sur un pic haut. D'accord? Vous regardez votre réveil, on fait tout ça. Hein. Vous regardez votre réveil et vous voyez que votre réveil est programmé à 7h. Vous dites, chouette, je suis en pleine forme, mais ça vaut quand même le coup que je me rendorme, j'ai encore une demi-heure de sommeil à gratter. Et on se rendort. Sauf que là, quand le réveil sonne une demi-heure plus tard, on est dans un creux bas. Vous avez noté les performances de réveil là, à ce moment-là? Elle est juste catastrophique. Ça, c'est donc un tips qui est essentiel. Il faut profiter des réveils naturels le matin. Je vous en reparlerai tout à l'heure, parce que souvent, il y a des gens qui se plaignent de fatigue au réveil, sauf qu'en fait, ils ont très bien dormi, c'est juste qu'ils se sont mal réveillés. Et ça, c'est essentiel à retenir. Alors, il y a des moyens technologiques qui permettent de favoriser les réveils naturels, et je vais vous en parler tout à l'heure. Alors, rapidement, on parle de la sieste, puisque j'ai commencé à vous donner quelques tips là-dessus. Le quand je dois faire la sieste, sur les plages horaires favorables, autrement dit, sur l'heure de 13h à peu près, ou alors à chaque fois que je ressens un creux bas, vous savez que c'est à peu près toutes les 90 minutes, ça dure 5-10 minutes à peu près. Et dès les premiers signaux de fatigue, c'est ce que je viens de vous dire. Ou n'importe où, même au bureau, vous pouvez faire ce petit temps de pause. Un petit temps de pause, les yeux fermés, où l'objectif est de se recentrer simplement. Pas de s'endormir, de se recentrer. Donc n'importe où, mais si possible en isolement sensoriel, évidemment. Évidemment. Et comment? Alors comment? Vous avez 4 types de siestes que je peux vous préconiser. La première, c'est la sieste qu'on appelle complète de 90 minutes. On va réaliser si on est en dette de sommeil, ça je vous l'ai dit, mais en général, quand on est actif, on accumule de la dette de sommeil la semaine. Donc, quand on arrive le week-end, ça vaut le coup de se placer une sieste un petit peu plus longue. Une sieste, par contre, qu'il faudra proscrire s'il n'y a pas de dette de sommeil. Cette sieste-là, il faut la proscrire quand on est en pleine forme, en fait. D'accord? Parce que sinon, on risque de moins bien dormir la nuit d'après. La sieste courte, 15-20 minutes, qu'on appelle la nappe, qui peut être induite notamment par les exercices de respiration qu'on a fait lundi dernier, de relaxation éventuellement. La sieste caféinée, vous pouvez retenir ça, c'est un truc de l'armée, ça. Que j'ai testé moi-même, parce que j'ai fait pas mal de stages dans des ambiances un peu particulières où on nous apprend à mettre en place des techniques de récupération. Alors, la sieste caféinée, c'est quoi? En fait, on sait que la caféine met à peu près 15, 20, 30 minutes pour commencer à influencer la façon dont on est performant, le rebond de la vigilance, etc. Ça veut dire que si je bois un café avant de faire ma sieste, je vais boire le café, je vais faire ma sieste de 20 minutes. À la sortie de ma sieste, il y a un effet rebond. Donc, vous vous rappelez cette courbe bleue qui rebondit, qui va donc se conjuguer à l'effet du café. Et ça, c'est juste, moi, je l'ai testé moi-même sur des tests de réflexes ou des choses comme ça. Franchement, c'est génial. Donc, c'est un petit tip que je vous donne. Si vous êtes un peu fatigué, petit café, 15-20 minutes de sieste, enfin de pause, respiration, relaxation, etc. Et vous allez sentir des effets démultipliés 15-20 minutes après. Alors, attention, il y a quand même un élément particulier quand vous faites la sieste courte, c'est d'éviter de partir dans le sommeil lent profond. Donc, il faut éviter en fait de s'endormir complètement. Sinon, on prend le risque tout simplement de créer du sommeil lent profond et donc de très mal se réveiller juste après. Alors, un petit conseil que je peux vous donner qui est assez connu, ce que vous pouvez faire, si vous voulez vous limiter dans une sieste courte, regardez, je vous montre, vous prenez un trousseau de clés, vous mettez sur un doigt comme ça, vous posez votre clé sur la jambe et puis vous allez vous laisser partir, respirer confortablement, tranquillement. Et quand il y a du relâchement musculaire qui va s'instaurer, les clés vont tomber par terre et donc vous allez vous réveiller. Ça suffit, vous aurez eu assez de sommeil, dans tous les cas, assez de temps de repos. Ne confondez pas la sieste avec le sommeil, ce n'est pas la même chose. La sieste, c'est un temps de repos que je m'octroie en fait, et qui ne sert pas nécessairement à dormir. Et puis, on va terminer avec la sieste flash qu'on appelle la power nap, 5-10 minutes. Alors, les méthodes
pour s'accompagner dans ces siestes-là, eh ben, c'est les méthodes de respiration qu'on a déjà pratiquées la dernière fois. J'inspire et j'expire plus longtemps que ce que j'ai inspiré. Vous vous rappelez un petit peu de ça. Et puis ensuite, tout ce qui est technique de relaxation musculaire. Alors, je vais vous proposer 2-3 minutes, tout simplement, de petit travail de respiration et de relaxation pour terminer. Et puis, on passera aux questions-réponses avec après ce petit temps-là, on va juste faire un petit mémo des 10 commandements du dormeur et après, on passera aux questions-réponses. Donc, si vous le voulez bien, on va se prendre juste 2-3 minutes, 2-3 minutes tranquillement au calme pour apprendre à faire chuter ces tensions. Vous n'êtes pas obligé de pratiquer ces 2-3 minutes-là, mais tant qu'à faire, profitez-en. Installez-vous confortablement. Je vous laisse faire. Et quand vous serez dans une position confortable, les pieds posés au sol, les jambes croisées, tendues, vous faites ce que vous voulez. Prenez une grande inspiration, grande, jusque dans les épaules. Et sur l'expiration, laissez les yeux se fermer. Et je vais vous proposer, dans vos yeux fermés, de relâcher votre paroi abdominale pour respirer dans votre ventre. À chaque inspiration, le ventre se gonfle. À chaque expiration, le ventre se dégonfle. Souplesse et élasticité de la paroi abdominale. Relâchement. Calme. Très calme. Puis ce calme-là, vous allez simplement le poser sur votre front et sur votre cuir chevelu de façon à ce que le sommet de votre visage se desserre, se décontracte de plus en plus lisse. Des joues souples et élastiques, mâchoire décontractée, relâchée. Puis ce calme, cette sensation de calme, cette envie de créer du calme, je vais vous inviter maintenant à la poser sur vos épaules, de façon à ce que vos épaules retombent librement vers le sol, des épaules plus lourdes, confortablement lourdes, agréablement lourdes. Et si vous laissez vos bras se desserrer, le calme se diffuser le long des bras, dans les muscles qui se détendent, vous pourrez peut-être profiter d'une agréable sensation de lourdeur dans vos bras. Du sommet des épaules jusqu'au bout des doigts, des bras lourds, confortablement lourds, comme s'ils étaient attirés vers le sol. Je vous propose de laisser juste ce qu'il faut de présence musculaire dans la nuque pour tenir votre tête droite et laisser tout votre dos se décontracter, comme si vous posiez de la relaxation au sommet de votre colonne vertébrale et que vous la laissiez glisser le long de la colonne, des cervicales, jusque dans les lombaires. Laissez votre dos s'étaler sur le dossier de la chaise, s'alourdir, se relaxer. Bassin qui se déverrouille, des jambes décontractées, plus souples, plus malléables, comme de la pâte à modeler, à l'avant des cuisses, à l'arrière des cuisses. Laissez vos jambes se poser, se reposer. Et des pieds plus lourds, agréablement lourds, comme s'ils étaient attirés vers le centre de la terre, comme si on portait des chaussures à semelles de plomb. Et pendant quelques instants, je vais vous inviter à vous installer dans une belle bulle, votre bulle de relâchement, votre bulle de calme, une bulle de sécurité, de liberté. Et dans cette bulle, soyez libre de faire venir des images, des paysages agréables, du confort, une odeur peut-être un peu particulière, de fleurs ou de gâteaux, peu importe. Une sensation
agréable de soleil, de vent frais, peu importe où vous vous trouvez en ce moment. Et je vais vous laisser 30 secondes de ma montre pour voyager dans votre bulle, dans vos paysages, dans vos images et vos sensations agréables et confortables de calme, avec certains sons peut-être, et pourquoi pas le son du silence. Puis je vais vous inviter tranquillement à envisager la fin de cette mini-séance en revenant avec vous et en prenant avec vous ces sensations de calme et qui vont vous servir à vous relancer dans votre journée, être un peu plus actif, proactif, attentif, concentré. Commencez à réactiver vos muscles, le bout des doigts, les orteils dans les chaussures, la respiration, respirez plus grand, plus fort, plus frais. Belle expiration, bien puissante, bien logée dans les abdominaux. Je vais vous laisser vous grandir, vous étirer comme le matin au réveil, peut-être un peu d'autocontact, un peu de massage dans la nuque. Et on va terminer cette petite séance-là et je vous inviterai à interagir si vous le souhaitez dans la ligne de chat, si vous avez des questions à me poser. Juste pour terminer, je vais vous proposer une dernière diapo, c'est les 10 commandements du dormeur, qui va être une espèce de synthèse de tout ce dont on a parlé pendant 1 heure. Je sais que c'est très court, c'est très dense. N'hésitez pas à regarder le replay plusieurs fois pour récupérer des éléments, peut-être certains éléments de connaissance qui vous auraient échappé, sur lesquels je suis passé un peu vite. Il y a beaucoup de choses à dire sur le sommeil, donc j'ai essayé d'être assez synthétique, mais le plus complet possible. Alors pour synthétiser justement, simplement noter que vous aurez compris qu'il est important de se coucher dès les premiers signaux de fatigue. Ça, ce sera essentiel. Évidemment, stop aux écrans le soir ou alors utiliser des filtres, les verres, des lunettes traitées anti-reflets, les choses comme ça. Exposez-vous à la lumière du soleil, on en a parlé. Pratiquez une activité sportive d'endurance, on en a parlé, mais attention, à l'heure à laquelle vous pratiquez, évidemment, si vous pratiquez le soir, il s'agira derrière de faire retomber la température corporelle et de vous remettre dans un état plutôt de relaxation. Manger à heure fixe, on en a parlé, on pourrait parler aussi de la qualité des repas. Il y a une règle, c'est faible teneur en protéines pour les repas du soir. Donc, il faut manger assez peu de viande, etc. Par contre, vous pouvez augmenter la charge en glucides. Alors, pas les sucres, pas le goût sucré, mais plutôt tout ce qui va être sucre lent. Autrement dit, pâtes, riz, pain, pommes de terre éventuellement, ce qui va nous permettre d'apporter du sucre en continu sous forme de glycogène. C'est les sucres complexes. Je vous l'ai dit, ce n'est pas le sucre rapide des goûts sucrés. Dans notre cerveau qui a besoin de ça pour fonctionner la nuit. Donc voilà, vous pouvez retenir ça. J'allège mon repas du soir, mais par contre, je peux manger des pâtes le soir. Alors, pas en grosse quantité, évidemment, mais ça aidera mon cerveau à fonctionner toute la nuit. Évidemment, pratiquer une activité relaxante et un rituel de soir relaxant. La lecture, c'est quand même pas mal parce que déjà, la lumière est dirigée vers les pages du bouquin et pas dans nos rétines. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Évidemment, limiter théine, caféine, alcool qui sont des excitants, y compris l'alcool. Attention, l'alcool, c'est un faux ami. C'est un inhibiteur de sommeil lent profond, l'alcool, il faut le savoir. Favoriser les réveils naturels du matin, je vous en ai parlé et justement, je vous ai parlé un petit peu de ces moyens technologiques qu'on peut retrouver, notamment les simulateurs d'aube qui sont assez intéressants. Alors maintenant, les montres connectées font ça aussi. C'est qu'en fait, alors les montres, ce qu'elles font, c'est qu'elles captent que vous avez un rehaussement de la fréquence cardiaque à partir d'un certain moment le matin. Et si ça coïncide avec une heure de réveil, ça va forcer votre heure de réveil. Donc ça, c'est intéressant. Le simulateur d'aube, lui, une demi-heure à peu près avant que votre réveil ne sonne, il va commencer à émettre une petite lumière. Et si dans cette demi-heure, vous êtes dans un demi-réveil, du coup, vous allez capter la lumière, ça va favoriser donc, votre réveil naturel. Récupérez chaque dette de sommeil, je vous en ai parlé, c'est essentiel. Et rafraîchissez vos ambiances environnementales, la chambre fraîche, etc., etc. Je pense que j'ai été assez exhaustif, mais je pense qu'il y a encore peut-être d'autres choses dont on peut parler. Mais 1 heure, ce n'est pas beaucoup. Dans les activités relaxantes qu'on vient de pratiquer, je vous ai proposé notamment le relâchement de la paroi abdominale qui va favoriser l'activation du système nerveux parasympathique. Alors désolé pour les mots un peu barbares, mais c'est tout simplement favoriser le relâchement neurologique du corps par le relâchement du ventre.
Donc ça, c'est intéressant. Et puis ensuite, je vous ai proposé de laisser se desserrer les muscles et de les laisser s'alourdir. C'est une petite option qui est assez intéressante. Vous pouvez le faire avec la tête dans l'oreiller, par exemple, laisser la tête s'alourdir à mesure qu'elle se relâche. Pareil pour les épaules, la colonne vertébrale, etc., etc. Ça permet de faire du focus d'attention et de créer du relâchement musculaire. Voilà, je vous ai laissé, vous voyez, il y a mon adresse mail que vous pourrez retrouver dans les vignettes que vous récupérerez dans le replay qui vous sera accessible. Je vais arrêter mon partage d'écran. J'ai un petit peu débordé sur le timing, mais moi, j'ai du temps. Donc, si vous voulez passer un petit moment sur les questions-réponses, ce sera avec plaisir. Je vous laisserai, Laura et Marie, transmettre les liens pour les questionnaires de satisfaction. Et puis, écoutez, voilà, je vous laisse à vos claviers pour les questions et merci de m'avoir écouté pendant 1 heure dans tous les cas. Merci beaucoup, Sébastien. Merci Sébastien. On a effectivement une question au niveau des petits signaux au début d'endormissement. Oui. Est-ce que effectivement ça peut expliquer le coup de barre d'après déjeuner? Non, c'est pas suffisant pour expliquer le coup de barre d'après déjeuner. Je vous ai expliqué le coup de barre d'après déjeuner. En fait, c'est une chute de l'activité métabolique corporelle qui est pas aussi puissante que le soir, mais c'est une chute de l'activité métabolique. Autrement dit, le cerveau est en train de nous mettre dans un état qui va favoriser l'hypovigilance et la somnolence. Et effectivement, si en plus de ça, ça coïncide avec la rythmicité électrique du cerveau, on va d'autant plus ressentir ce coup de barre-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les deux, en fait, ce sont des courbes qui se juxtaposent, en fait. Vous comprenez? Voilà. Oui. Mais voilà, le coup de barre de 13-14 heures, c'est parce qu'on chute légèrement en température corporelle et en activité musculaire. Voilà. Okay. On a une autre question qui est au sujet le café nappe. Est-ce que c'est adapté en cas de fatigue au volant? Oui. J'ai fait une formation de prévention à la sécurité routière dans une boîte de transport routier. Et je leur ai demandé de travailler sur un rituel parce qu'en fait, si vous voulez, les transporteurs routiers, ils ont des pauses de 40 minutes, en tout cas dans cette boîte-là. Ils ont des pauses de 40 minutes, mais qu'ils ne savent pas occuper. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas quoi y faire en fait, dans cette pause-là. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de ritualiser quelque chose qui me semble essentiel. Faites votre pause. Vous mettez sur une aire d'autoroute, ou j'en sais rien, si vous avez un thermos de café dans la voiture. Prenez votre café en tout premier. Prenez votre café. Vous vous posez 5-10 minutes derrière votre volant. 5, 10, 15 minutes, le temps que vous voulez. D'accord? Et à la sortie de votre pause, il va y avoir donc cet effet rebond de la courbe bleue qu'on a vu tout à l'heure qui va se coïncider avec le café. Et moi, ce que je dis, et c'est essentiel, c'est vraiment très important, ne jamais reprendre le volant tout de suite après un temps de relaxation. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre cerveau chute quand même. Et il faut lui donner une fenêtre nécessaire pour qu'il se réactive. Donc, le bon rituel, c'est café, 10 minutes de pause. À la sortie des 10 minutes de pause, je vais prendre 5 minutes l'air dehors. Voilà, ça c'est important. Ne surtout pas reprendre le volant tout de suite après un temps de relaxation, de respiration, comme vous avez fait là par exemple. Ne surtout pas reprendre le volant tout de suite. Voilà, et c'est comme ça qu'on va venir en fait fabriquer un temps de pause qui sert à prévenir de la somnolence au volant, où là on a vraiment tout qui coïncide. L'effet de la caféine, le rebond de la cognitif permis par le temps de pause, plus le temps de latence nécessaire avant la reprise de l'activité conduite. Voilà. Ok. Une autre question. Luminothérapie avec lunettes ou lampe le matin, bonne idée. Alors, c'est un recul technologique qu'on n'a pas encore trop sur le long terme. La luminothérapie, elle sert à plusieurs choses. La luminothérapie, elle sert donc à pallier l'effet du soleil. Alors, sûrement pas sur la vitamine D, contrairement à ce que certains pensent. La vitamine D, c'est globalement la vitamine qui est responsable de notre bonne humeur. Mais pour ça, on a vraiment besoin du vrai soleil parce que c'est synthétisé par la peau à 90%, 10% par voie alimentaire. La luminothérapie, elle permettrait deux choses. Elle permettrait de favoriser la synthèse d'une hormone qu'on appelle la sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone de la bonne humeur.
Et à partir de ce stock de sérotonine, on va pouvoir synthétiser de la mélatonine, effectivement. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Donc, la luminothérapie déjà servirait à ça. Mais la luminothérapie servirait aussi à caler les horloges biologiques, tout simplement. Là, il fait jour. Et si je n'ai pas de possibilité d'exposition à la lumière du soleil, eh ben, il faut que je m'y expose artificiellement. Par contre, attention, il y a à bien respecter les modes d'emploi. À chaque lampe de luminothérapie, il y a un mode d'emploi différent en termes de distance d'exposition, de temps d'exposition, etc. Donc ça, c'est essentiel. Qu'est-ce qu'il y avait sinon? La lumière le matin, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Ouais, la lumière le matin, c'est vraiment pour indiquer au cerveau que ça y est, la nuit est terminée. Et c'est pareil, si on n'a pas de possibilité de s'exposer naturellement à la lumière du soleil, eh ben peut-être qu'effectivement, ça peut être plutôt une bonne idée. Ouais. Ouais. Moi, j'ai travaillé dans une autre boîte aussi, à un moment, pour vous donner une idée. J'ai travaillé dans une boîte où, à un moment donné, je ne connaissais pas cette technologie. J'ai remarqué qu'à un moment donné, il faisait un tout petit peu plus sombre dans la pièce où je travaillais et à d'autres moments, il faisait beaucoup plus clair. Et en fait, j'ai regardé les plafonniers, c'était des espèces de lampes LED et en fait, elles fonctionnaient par cycle d'1 heure et demie, c'est-à-dire que pendant 1 heure et demie, la lumière diminuait, puis hop, elle réaugmentait. Vous voyez? Ce qui permet en fait de favoriser la synchronisation je vous l'ai dit, hein, du rythme électrique cérébral. Mais le gros avantage, c'est que si tout le monde dans la boîte est soumis à la même rythmicité de lumière, ça voudrait dire que tout le monde aura la même synchronisation sur les temps forts et les temps faibles. Parce que si moi, je suis dans un temps faible en ce moment, mais que pas vous en face de moi, bah en fait, je vais faire ma pause au moment où vous n'en avez pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça permet de favoriser la synchronisation des activités dans une boîte. Je ne fais pas de pub pour cette technologie-là, c'est simplement que j'ai été curieux de la noter parce que je ne la connaissais pas. Mais ça va un petit peu dans ce sens, vous voyez, de l'exposition à la lumière. C'est quand même essentiel. Ouais. Ouais. Ok, merci beaucoup, Sébastien. Merci. Alors, un tips. Utiliser une nappe pour installer sur son PC. Flux. Ok, Flux. Okay. Flux, ouais. On qui adapte la lumière. Oui, okay. Tout à fait. Ouais. Moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a une position à privilégier pendant la nuit, lorsqu'on dort, plus sur le dos, sur le ventre ou peu importe? Non. Alors, pas dans mes connaissances. Okay. C'est-à-dire que si je vous dis qu'il y en a une, moi, alors qu'on soit bien d'accord, hein, ce dont je vous ai parlé lundi et ce dont je vous parle aujourd'hui, j'essaye d'être le plus pragmatique possible, c'est-à-dire de vous apporter des connaissances scientifiques. Tout ce qui déborde des connaissances scientifiques et donc qui toucherait plus au monde de la croyance, on sait que dans certaines cultures, par exemple, il ne faut pas dormir avec du rouge dans la chambre, la tête au nord, etc. Scientifiquement, on ne peut pas prouver. Et donc, tout ce qu'on ne peut pas prouver scientifiquement, je ne vous en parle pas. Moi, je pense que ce qui me semble essentiel, c'est que vous dormiez dans la position qui vous semble la plus confortable. Donc, je crois qu'il n'y a pas de vérité. Il y a des gens qui aiment bien dormir sur le dos, il y a des gens qui aiment bien dormir sur le ventre. Je crois qu'il y a une notion aussi un petit peu de sécurité. Il y a des gens qui dorment sur le ventre parce qu'ils ont besoin de sentir un contact. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens qui se sentent plus exposés quand ils dorment sur le dos parce qu'on est plus ouvert, en fait. Voilà, donc franchement, tout ça, c'est de la croyance et je ne peux pas trop rentrer dans ces considérations. Faites comme vous voulez. Alors, par contre, je sais qu'il y a quelque chose qui existe. Il y a des modèles de couettes qui existent, qui sont très lourdes, qui ont été vendues en masse il y a 4-5 ans, je crois. Ça a été un peu une mode à ce moment-là et vous voyez, c'est passé. Ça a été une mode qui est passée, où en fait les gens apparemment amélioraient leur qualité de sommeil avec quelque chose de très lourd sur eux. Vous voyez, peut-être très enveloppant, très sécurisant. Voilà, donc sachez que ça existe. Faites-en ce que vous voulez de l'info. La mode est passée dans tous les cas. Ça fait un moment que j'entends plus parler de ce truc-là, que je n'ai pas adopté moi-même, mais je sais que ça existe. Donc voilà. Mais soyez dans le confort, hein, tout simplement. Ouais. La qualité de la literie est essentielle. Hein. Aussi. Ah oui. Évident. Pour le coup, ça relève du bon sens, mais c'est pragmatique. Hein. J'ai des gens, des fois, qui viennent me consulter en séance et qui sont plutôt financièrement aisés. Et pourtant, ça fait 20 ans qu'ils ont la même literie. À un moment, il faut y penser. Hein. La qualité de la literie est essentielle. Et si vous dormez vraiment mal,
parce que ça peut venir aussi de ça. Hein. Posez-vous tout ce genre de questions-là. Hein. Je ne vous l'ai pas dit, mais parce que ça relève du bon sens, mais je pense qu'il faut étudier la question. Hein. Je pense que c'est important. Ok, super. Bah, merci beaucoup, Rien Sébastien. d'autre? A priori, non, il n'y a pas d'autres questions. Non, il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, Merci Sébastien pour de rien. J'ai été assez complet. Une heure, Oui. c'est peu, mais voilà, je pense que vous avez accès au replay, donc vous pouvez aller chercher d'autres infos. Si je suis passé trop vite sur certaines choses, n'hésitez pas. Je vous ai aussi laissé mon email, donc si vous avez des questions un peu plus perso, des fois ça suscite un peu ça, n'hésitez pas, voilà, je resterai à votre disposition. Et ça a été un plaisir de vous avoir sur ce webinaire aujourd'hui. Super, merci à vous surtout. Merci à tous les participants et participantes pour cette dernière session de webinaire. Et voilà, on vous retrouve bientôt pour de nouveaux événements. Donc voilà. Passez un bon déjeuner. Et puis à très bientôt. Merci. Et un bonne fin de semaine à tout le monde. Prenez soin de vous. Merci, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Merci Sébastien, au revoir. Merci, au revoir.